Ce que nous appelons lire dans les pensées n'a jamais été de la magie, ni un don particulier, mais le souvenir de quelque chose qui a toujours été là, attendant que nous le notions à nouveau. Bienvenue à la porte de la conscience. Je me souviens de la première fois où j'ai perçu la pensée d'une autre personne comme si elle était mienne. Ce n'était pas dans un laboratoire, ni lors d'une expérience contrôlée. C'était un après-midi pluvieux à Mexico, assis face à une femme qui n'avait pas prononcé un seul mot depuis 15 minutes. Elle regardait par la fenêtre, les mains posées sur la table, et j'observais le mouvement presque imperceptible de ses doigts. Et puis, je l'ai ressenti. Je n'ai pas entendu sa voix, je n'ai pas vu d'image. J'ai ressenti le poids exact de sa tristesse, comme s'il était dans ma propre poitrine. C'était une tristesse ancienne, de celles qui sont présentes depuis si longtemps qu'elles ne font plus mal. Elle pèse juste. Quand je lui en ai parlé, elle ne s'est pas étonnée. Elle m'a regardé et a dit « Je sais, j'ai senti que tu le savais. » Et ce fut tout. Aucune explication magique, aucun tour de passe-passe. Simplement deux champs de conscience qui, un instant, ont cessé de prétendre être séparés. Parce que c'est ce que nous faisons tout le temps. Nous simulons la séparation. Nous construisons des murs entre ton esprit et le mien, entre ton expérience et la mienne. Et ce jeu, nous l'oublions. Nous oublions que la séparation est un choix, pas une vérité. L'esprit n'est pas à l'intérieur de ta tête. Il ne l'a jamais été. Ton cerveau est un récepteur, un traducteur, un filtre. Mais l'esprit, ce réseau invisible de perception et de sens, s'étend bien au-delà des limites de ta peau. Et quand tu comprends cela, quand tu le ressens vraiment dans ton corps, lire les pensées d'autrui cesse d'être un mystère pour devenir aussi naturel que respirer. Mais avant de poursuivre, j'ai besoin que nous fassions quelque chose ensemble. Ferme les yeux un instant, juste un moment, et porte ton attention sur ta respiration. Ne la modifie pas, ne la contrôle pas. Observe-la simplement. Sens l'air entrer, ta poitrine se dilater, l'air sortir. Et maintenant, demande-toi, qui est en train d'observer? Qui est celui qui remarque la respiration? Car si tu peux observer ta respiration, alors tu n'es pas la respiration. Si tu peux remarquer tes pensées, alors tu n'es pas les pensées. Alors, qu'es-tu? Ouvre les yeux. Tu n'as pas besoin de répondre. Tu as juste besoin de rester avec la question. Au cours de mes années de recherche, j'ai travaillé avec des personnes dotées de capacités que la science officielle ne pouvait expliquer. Télépathes, guérisseurs, sensitifs. Au début, j'ai tenté de mesurer leurs capacités avec les instruments dont nous disposions. Électrodes, machines, protocoles stricts. Et oui, j'ai trouvé des résultats, des motifs, des corrélations entre l'activité cérébrale de deux personnes séparées par des pièces différentes, alors que l'une tentait d'envoyer une pensée et l'autre de la recevoir. Mais la découverte la plus importante ne se trouvait pas dans les données, elle était dans l'attitude. Toutes ces personnes, sans exception, avaient quelque chose en commun. Elles n'essayaient pas de forcer quoi que ce soit. Elles ne luttaient pas, ne tentaient pas de faire arriver la télépathie. Elles se contentaient de permettre, de se relaxer, de se vider. Et dans ce vide, dans cette quiétude mentale, quelque chose coulait. Car lire les pensées n'est pas un acte de capture. Ce n'est pas attraper des informations de l'extérieur pour les mettre dans ta tête. C'est tout le contraire. C'est lâcher prise. C'est cesser de remplir l'espace avec ton propre bruit mental pour percevoir le champ qui est déjà là, vibrant, nous connectant tous. Il y a un concept que j'ai développé pendant des années et qui a complètement changé ma compréhension de la réalité. Je l'ai appelé le champ synergique. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas de la poésie. C'est une proposition scientifique sur le fonctionnement de la conscience. Imagine que chaque pensée, chaque émotion, chaque perception que tu as ne reste pas enfermée en toi. Imagine qu'elle génère un motif dans un champ invisible, comme une pierre qui tombe dans un lac et crée des ondulations. Ces ondulations s'étendent, touchent d'autres ondulations, se mélangent, s'influencent mutuellement. Maintenant, imagine que nous sommes tous dans ce lac, tous générant des ondulations, tous étant touchés par les ondulations des autres. La plupart du temps,
Nous ne le remarquons pas parce que nous sommes trop occupés à générer nos propres ondulations, trop concentrés sur notre propre bruit. Mais quand tu t'apaises, quand tu cesses de pousser et te permets simplement de flotter, tu commences à sentir les ondulations qui viennent d'autres directions. Tu commences à percevoir les motifs que les autres sont en train de créer. C'est cela, lire les pensées. Ce n'est pas deviner des mots. Ce n'est pas voir des images télépathiques comme dans les films. C'est percevoir le motif énergétique, la tonalité émotionnelle, la signature vibratoire d'une autre conscience. Et parfois, cette perception se traduit par des mots dans ta tête, parfois par des sensations dans ton corps, parfois simplement par un savoir sans forme, une connaissance que tu ne peux expliquer mais que tu sais vrai. J'ai rencontré une femme à Veracruz qui pouvait sentir la douleur physique des autres. Si quelqu'un dans la pièce avait mal à la tête, elle le sentait dans sa propre tête. Si quelqu'un avait une blessure à la jambe, elle boitait sans savoir pourquoi. Pendant des années, elle a cru qu'elle devenait folle. Elle allait de médecin en médecin, mais on ne trouvait rien d'anormal chez elle. Jusqu'à ce qu'elle comprenne que ce n'étaient pas ses douleurs, mais des échos, des résonances du champ syntergique. Je lui ai enseigné quelque chose de simple mais puissant. Je lui ai dit, « Quand tu sens une douleur qui n'est pas la tienne, ne lutte pas contre elle. N'essaie pas de la bloquer. Reconnais-la simplement. Dis mentalement, « Ceci n'est pas à moi. Je le perçois, mais il ne m'appartient pas. » Puis respire, expire et lâche. Laisse-la passer à travers toi, comme le vent traverse un arbre. Elle l'a fait, et en quelques secondes, la douleur a disparu. Non parce qu'elle a cessé d'exister dans le champ, mais parce qu'elle a cessé de s'identifier à elle. Elle a cessé de croire qu'elle lui appartenait. C'est l'une des clés les plus importantes pour lire les pensées des autres sans te perdre toi-même dans le processus. La capacité à distinguer ce qui est à toi de ce que tu perçois. Parce que quand tu commences à t'ouvrir à ce champ de conscience partagé, tout devient plus perméable. Et si tu n'as pas de clarté sur qui tu es, tu peux confondre les émotions des autres avec les tiennes propres. Tu peux absorber leurs peurs, leurs angoisses, leurs schémas mentaux. C'est pourquoi, avant de tenter de lire les pensées de quelqu'un d'autre, tu as besoin de connaître ton propre esprit. Tu as besoin de savoir quelles pensées sont vraiment les tiennes et lesquelles ne sont que des répétitions, des échos de choses que tu as entendues, qu'on t'a enseignées, que tu as absorbées sans t'en rendre compte. Faisons une autre expérience. Pense à quelque chose qui t'inquiète en ce moment. Cela peut être petit ou grand. Amène-le simplement à ta conscience. Maintenant, demande-toi, quand ai-je commencé à m'inquiéter de cela? Est-ce que cela m'a toujours inquiété? Ou l'ai-je appris de quelqu'un? Cette peur est-elle vraiment mienne? Ou l'ai-je héritée? Parfois, nous découvrons que nos inquiétudes les plus profondes ne sont pas nées en nous. Nous les avons empruntées, adoptées de nos parents, de notre culture, des personnes que nous aimons. Et les porter si longtemps nous a fait croire qu'elles étaient nôtres. Mais ce n'est pas le cas. Et quand tu reconnais cela, quelque chose se relâche, quelque chose se libère. Dans mes recherches sur la perception, j'ai découvert que ce que nous croyons être la vision n'est pas un processus passif. Ce n'est pas comme si tes yeux étaient des caméras qui capturent simplement l'image du monde extérieur. Voir est un acte créatif. Ton cerveau prend les signaux qui arrivent de tes yeux, les compare avec tout ce que tu as vu auparavant, avec tout ce que tu t'attends à voir, avec tout ce que tu as besoin de voir pour survivre. Et il construit une image. Il crée la réalité visuelle, instant après instant. Et si cela est vrai pour la vision, qui semble si objective, si concrète, que penses-tu qu'il se passe avec la perception des pensées et des émotions? Celle-ci aussi est une construction. Nous la créons aussi constamment, la filtrant, l'interprétant, lui donnant forme selon nos attentes et nos besoins. Ainsi, quand tu lis les pensées de quelqu'un, tu n'accèdes pas à une vérité absolue sur ce que cette personne pense. Tu perçois un motif dans le champ syntergique, et ton propre esprit lui donne forme, lui donne un sens. C'est un acte conjoint, une danse entre ta conscience et la sienne. C'est pourquoi deux personnes peuvent percevoir des choses différentes de la même personne. Non parce que l'une a tort et l'autre raison, mais parce que chacune résonne avec des aspects différents du champ de cette personne. Chacune construit une version légèrement distincte de la même réalité partagée.
Il y a eu une expérience que j'ai faite avec un groupe de méditants expérimentés. Je les ai placés dans des pièces séparées et leur ai demandé de concentrer leur attention sur une personne spécifique située ailleurs dans le bâtiment. Je ne leur ai pas dit quoi faire avec cette attention, juste de la diriger. Puis j'ai mesuré leur activité cérébrale. Ce que j'ai trouvé m'a laissé sans voix. À certains moments, quand les méditants rapportaient ressentir la personne, leurs motifs d'ondes cérébrales commençaient à se synchroniser avec ceux de cette personne. Pas complètement. Ce n'était pas comme si leur cerveau devenait identique, mais il y avait une résonance, un écho, une sorte de couplage subtil. Et le plus fascinant était que la personne observée, bien qu'elle ne sache pas qu'elle était observée, montrait aussi des changements dans son activité cérébrale. Comme si le simple fait d'être perçu par d'autres avec une attention pleine créait une altération dans son champ. Cela m'a fait penser à toutes les fois où nous avons senti que quelqu'un nous regardait. Cette sensation Dieu posée sur toi, même si tu ne peux les voir. La science officielle appelle cela une coïncidence ou une illusion. Mais mes expériences suggéraient autre chose. Elles suggéraient que l'acte d'observer n'est pas neutre, que quand tu concentres ta conscience sur quelqu'un, quelque chose change dans le champ qui vous connecte. C'est pourquoi lire les pensées de quelqu'un n'est pas un acte passif de réception. C'est une forme de contact. C'est toucher quelqu'un avec ton attention. Et comme tout contact, cela a des conséquences. Cela peut guérir, ou envahir, ouvrir, ou fermer, selon l'intention avec laquelle tu le fais. Je dis toujours aux personnes qui veulent développer cette capacité, ne le fais pas par curiosité, ne le fais pas pour avoir du pouvoir sur les autres, ne le fais pas pour valider ton ego, ou prouver que tu es spécial. Car si telle est ta motivation, ce que tu vas percevoir sera contaminé par ton besoin. Tu vas projeter plus que tu ne vas recevoir. Fais-le plutôt à partir de l'amour, du désir authentique de comprendre un autre être humain, de l'humilité de savoir que tu ne comprendras jamais complètement personne, mais que la tentative même de compréhension est un acte sacré. J'ai eu une patiente qui est venue me voir parce qu'elle sentait que son mari lui mentait. Elle n'avait pas de preuves, n'avait rien découvert de concret. Juste une sensation, un malaise qu'elle ne pouvait expliquer. Elle m'a demandé si je pouvais lire les pensées de son époux, si je pouvais confirmer si ses soupçons étaient fondés. Je lui ai dit non. Non parce que je ne pouvais pas essayer, mais parce que ce n'était pas ma place de le faire. Lire les pensées de quelqu'un à son insu, ou sans son consentement, est une forme de violation. C'est entrer dans un espace intime, sans y être invité. Et bien que nous percevions parfois des choses, sans le vouloir, sans le chercher, quand nous le faisons intentionnellement, nous avons besoin d'une raison qui dépasse notre propre besoin de contrôle. Au lieu de cela, je lui ai enseigné quelque chose de différent. Je lui ai enseigné à lire son propre malaise. Je lui ai demandé de fermer les yeux et de localiser cette sensation dans son corps. Où la sentait-elle? Dans l'estomac, la poitrine, la gorge. Je lui ai demandé de respirer dans cette sensation, de lui permettre de lui parler. Et ce qu'elle a découvert, ce n'est pas que son mari lui mentait. Elle a découvert qu'elle s'était menti à elle-même pendant des années, qu'elle avait ignoré des choses qu'elle savait, qu'elle avait eu des choses qu'elle avait besoin de dire. Le malaise ne venait pas de l'extérieur, il venait de l'intérieur. C'était sa propre vérité demandant à être entendue. Quand elle a raconté à son mari ce qu'elle avait découvert sur elle-même, sans accusation, sans attaque, juste avec une honnêteté vulnérable, il s'est ouvert aussi, partageant des choses qu'il n'avait jamais partagées, et ensemble, ils ont commencé à construire une relation plus authentique. C'est une autre dimension de la lecture des pensées. Parfois, ce que nous croyons percevoir chez l'autre est en réalité un miroir de nous-mêmes. Le champ synergique ne connecte pas seulement les consciences, il reflète aussi. Ce que tu vois chez l'autre, ce que tu ressens de l'autre, peut être une projection de quelque chose que tu portes en toi et que tu n'as pas voulu regarder. C'est pourquoi la connaissance de soi est inséparable de la capacité à connaître les autres. Plus tu te connais toi-même, plus ta perception de l'autre est claire. Plus tu es honnête avec toi-même, plus tu peux faire confiance à ce que tu perçois. Respire avec moi un moment. Inspiration profonde, expiration longue.
Et dans cette quiétude, demande-toi, qu'est-ce que je projette sur les personnes qui m'entourent? Qu'est-ce que je vois en elles qui est en réalité mien? Tu n'as pas besoin de répondre. Reste simplement avec la question. Laisse-la travailler en toi. La télépathie, dans sa forme la plus pure, n'est pas la transmission de mots. Ce n'est pas envoyer des pensées comme des messages textuels. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil et en même temps beaucoup plus profond. C'est la capacité de raisonner avec l'état de conscience d'un autre être, de sentir ce qu'il ressent sans qu'il ait à te l'expliquer, de comprendre sa perspective sans qu'il ait à la justifier. Les jeunes enfants ont cette capacité de façon naturelle. Avant d'apprendre à parler, avant d'apprendre à faire semblant, ils sentent ce que leurs parents ressentent. Si la mère est anxieuse, le bébé le perçoit et s'agite. Si le père est en paix, l'enfant se détend. Ils n'ont pas besoin de mots, ni d'explications. Ils sentent simplement le chant. Mais ensuite, nous grandissons. Nous apprenons à parler, à penser, à analyser. Et dans ce processus, nous perdons quelque chose. Nous cessons de faire confiance à cette perception directe. Nous commençons à croire que seul ce qui peut être mis en mots est réel, et nous devenons aveugles à tout le reste. Retrouver cette capacité n'est pas apprendre quelque chose de nouveau, c'est se souvenir de quelque chose d'ancien. C'est désapprendre la méfiance envers ta propre sensibilité. C'est recommencer à honorer ses pressentiments, ses sensations, ses connaissances qui arrivent sans explication. J'ai travaillé pendant des années avec Pachita, une guérisseuse extraordinaire qui pratiquait des chirurgies psychiques, avec des instruments qui semblaient se matérialiser de nulle part. La science n'a jamais pu expliquer complètement ce qu'elle faisait. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'étaient pas les phénomènes physiques. C'était sa capacité à savoir exactement ce dont avait besoin chaque personne qui venait la voir. Elle ne leur demandait pas ce qui faisait mal, ne faisait pas de diagnostics médicaux. Elle les regardait simplement, les sentait et savait. Puis elle travaillait non seulement sur le corps physique, mais sur quelque chose de plus profond, le motif énergétique qui maintenait la maladie en place. Je lui ai demandé un jour comment elle faisait, comment elle savait. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Ce n'est pas moi qui sais, c'est leur corps qui me parle. Moi, je ne fais qu'écouter. C'est l'humilité de la perception extrasensorielle. Il ne s'agit pas que tu sois spécial. Il s'agit que tu sois disposé à écouter ce qui est déjà dit dans un langage qui va au-delà des mots. Et ce langage est partout. Dans la façon dont quelqu'un bouge ses mains en parlant, dans le ton de sa voix quand il dit que tout va bien mais que ce n'est pas le cas, dans la tension de ses épaules, dans l'éclat ou l'opacité de ses yeux, dans le rythme de sa respiration. Le corps ne ment jamais. L'esprit peut tromper. Les mots peuvent cacher. Mais le corps dit toujours la vérité. Et si tu apprends à lire le corps, si tu apprends à sentir le corps de l'autre comme s'il était une extension du tien, alors tu n'as pas besoin de lire les pensées. Tu lis quelque chose de beaucoup plus profond, l'état de l'être. Il y a un exercice que tu peux faire si tu veux commencer à développer cette sensibilité. La prochaine fois que tu seras avec quelqu'un, un ami, un proche, une personne de confiance, demande-lui la permission de faire une expérience. Asseyez-vous face à face en silence. Regardez-vous simplement dans les yeux pendant 1 minute entière, sans parler. Au début, ce sera inconfortable. Vous aurez envie de rire, de détourner le regard, de dire quelque chose. Mais si vous résistez à cette gêne et restez présent, quelque chose va commencer à changer. Les barrières habituelles de séparation vont commencer à se dissoudre. Vous allez commencer à sentir ce que l'autre ressent. Vous allez commencer à respirer de façon synchronisée sans le vouloir. Vous allez entrer en résonance. Et quand vous aurez terminé, quand vous parlerez de ce que vous avez vécu, vous découvrirez probablement que vous avez tous deux ressenti des choses similaires, que vous avez perçu des émotions ou des pensées que vous avez ensuite confirmées comme étant justes. Non parce que vous avez développé un super pouvoir, mais parce que vous vous êtes donné la permission de cesser de simuler la séparation un instant. La séparation est notre illusion la plus profonde. C'est le premier voile qui recouvre la vérité de ce que nous sommes. Nous croyons que tu es là et que je suis ici, et qu'entre nous il y a un espace vide,
un abîme infranchissable. Mais la réalité est différente. Nous sommes comme des vagues dans le même océan. Chacune a sa forme, sa hauteur, son mouvement particulier. Mais nous sommes toutes de l'eau. Nous sommes toutes la même substance fondamentale, se manifestant sous des formes temporaires. Le champ syntergique est cet océan, c'est le substrat de conscience qui nous contient tous. Et quand tu comprends cela, quand tu le ressens dans ton expérience directe, lire les pensées de quelqu'un cesse d'être un tour paranormal pour devenir ce qu'il a toujours été. Reconnaître une partie de toi-même dans la forme de l'autre. Il y a des niveaux de profondeur dans cette perception. Au début, quand tu commences à t'ouvrir, ce que tu perçois, ce sont les émotions de surface. La joie, la tristesse, la colère, la peur. Ce sont comme les vagues les plus visibles à la surface de la mer. Faciles à identifier, difficiles à ignorer. Mais si tu continues à approfondir, si tu continues à apaiser ton propre esprit et à affiner ta sensibilité, tu commences à percevoir des couches plus subtiles, les désirs inexprimés, les blessures anciennes qui continuent de faire mal en secret, les rêves qui ont été abandonnés mais jamais oubliés, les parts de la personne qu'elle-même ne s'autorise pas à voir. Et là, il faut être prudent, car percevoir ces couches profondes, c'est toucher ce qu'il y a de plus vulnérable chez quelqu'un, c'est voir son âme nue. Et cela exige une responsabilité énorme. Cela exige que tu te demandes, que vais-je faire de ce que je perçois? Vais-je l'utiliser pour aider ou pour manipuler? Vais-je l'honorer comme quelque chose de sacré ou le traiter comme une information utile? Je me souviens d'un homme venu à l'un de mes ateliers. Il travaillait dans la vente et voulait apprendre à lire les pensées de ses clients pour mieux vendre, savoir quoi leur dire, quel bouton appuyer, quelle peur exploiter. Je l'ai écouté avec patience, puis je lui ai dit quelque chose qu'il ne s'attendait pas à entendre. Je lui ai dit que si telle était son intention, je ne pouvais rien lui enseigner, car le champ syntergique n'est pas neutre. Il répond à l'intention. Si ton intention est de manipuler, ce que tu vas percevoir sera déformé par cette intention. Tu ne verras que ce qui confirmera ton désir de contrôler, et tu passeras à côté de toute la richesse, toute la beauté de ce qui est réellement là. Il s'est fâché, il a quitté l'atelier. Mais des mois plus tard, il m'a écrit une lettre. Il m'a raconté que mes mots l'avaient troublé au point qu'il avait commencé à tout remettre en question. Son travail, ses relations, sa façon d'être avec les gens. Et dans cette remise en question, quelque chose s'est brisé, ou plutôt, quelque chose s'est ouvert. Il a quitté son travail dans la vente, a commencé à étudier la psychologie, a entamé une pratique de méditation. Et il a découvert qu'en cessant d'essayer de lire les pensées pour obtenir quelque chose, il avait commencé à percevoir des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Il a commencé à sentir l'humanité partagée qui le connectait à chaque personne rencontrée. Et cela a tout changé. C'est le paradoxe de la télépathie. Elle fonctionne mieux quand tu n'en as besoin pour rien, quand tu n'essaies de rien prouver, quand tu ne cherches pas de validation ou de pouvoir. Seulement quand tu es présent, ouvert, en silence. C'est là que le champ se révèle, car le bruit mental est le plus grand obstacle à la perception subtile. Quand ton esprit est plein de pensées, de jugements, de comparaisons, de récits sur qui tu es et qui est l'autre, il n'y a pas d'espace pour percevoir quoi que ce soit de nouveau. Il n'y a de l'espace que pour confirmer ce que tu crois déjà. C'est pourquoi toutes les traditions spirituelles qui ont développé des capacités télépathiques ou intuitives commençaient par la même chose. Le silence mental, la méditation, le vidage. Pas comme une fin en soi, mais comme une préparation du terrain, comme nettoyer un miroir pour qu'il reflète avec clarté. Et c'est ici que la science et la mystique se rencontrent. Car ce que la neuroscience appelle le réseau du mode par défaut, ce mode automatique où ton cerveau génère constamment des pensées sur toi-même, ton passé, ton avenir, c'est exactement ce que les traditions contemplatives appellent le mental du singe, ou le dialogue interne. Et quand ce réseau s'apaise, quand ton cerveau cesse d'être en mode narratif et passe en mode perceptif, quelque chose change dans ta façon de traiter l'information. Tu deviens plus sensible aux signaux subtils, ton attention s'élargit, tu cesses d'être enfermé dans ta propre perspective et tu commences à percevoir depuis un espace plus ouvert.